All right, if you could just walk me through how we got out here, I guess. Yes, sir. So I'm on the corner of 40th and 115th Piney Path. This afternoon I was walking to the road and I looked in and I saw a bunch of sheets or cloths on the left-hand side. Curiosity got the best of me. I brought a stick with me and I smelled something. So I lifted with the end of the pole, I lifted the sheet up or the whatever it is and noticed then underwear, striped underwear, and determined it was a rear end. Un individu a appelé les urgences près de la route 40 dans la forêt nationale. Il a déclaré avoir vu quelque chose qui ressemblait à un torse humain. Je pensais que c'était peut-être des restes de cochons sauvages abandonnés par un chasseur. En arrivant, j'ai allumé ma caméra d'intervention. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Down here about 2:30, I read a place up here, and there were turkey buzzards. And I followed, they were on the trail here, and I saw them coming from the left, so I walked in and I saw what looked like a blanket piled up. And, you know, I went back, and I just came down here before I called you, and curiosity got the best of me, and I poked at the stick. We'll see. Okay. How far back is it? Right into the left there. I washed it frequently. Okay. I lifted off the sheets with a stick. Okay. But I saw buzzards coming out here. 15 down to 457. Right over here? Yes, sir. Okay. On a remarqué que c'était juste un torse, sans tête, ni bras, ni jambes. Le corps avait été découpé. C'était ma 4e année dans la police. Et je n'avais encore jamais vu un corps démembré. Voir un cadavre sans tête pour la première fois, c'était choquant. On voit ça dans des films, mais en vrai, c'est totalement différent. C'était stupéfiant. No, sir, maybe once or twice. Usually I walk from the house down here a couple times a day. Okay. If they mow on 40, I would walk, you know, go down, do the 118, do the square, but I haven't walked. Right. So this afternoon I seen the turkey buzzards and they were coming out. They were in the They were coming from that area and I saw the blankets. So Okay. I said, you know, it's been my understanding with them, if it's something big like a deer. Or, Right. You know, Right. Je voulais obtenir le plus d'informations possible du témoin. Excuse me, sir. If you want, you just go stand by my vehicle. Donc je l'ai interrogé plus en détail. Currently present with conducting an interview in reference to him calling in a report of a deceased person. How were those sheets the first time whenever you walked down there? it just looks like sheets or cloth or something. Did you notice anything else about the sheets? No, sir. Anything? I walked back there and looked. Okay. Looked like there's some things on top of it. Did you notice anything on top of the sheet? No, sir. No. Okay. You didn't put anything on top of the sheet? No, sir. Okay. Do you have any idea who this person is? No, sir. Okay. Are you okay right now? Yeah, I'm fine. Okay. You live down here? Who lives with you down here? I live alone. I rent. Okay. Is there anybody that you know that lives back here? Is there anybody that you know that... People have come in sometimes and asked me, hey, is there a campground? So it seems like it's busy, you know. Okay.
Okay, but nobody you know that resides back there, No, sir. a regular back there No. that's come up missing lately, No, you sir. haven't seen in a while. Okay. I don't really know too many people out here except those on my immediate street. Once our evidence technician gets here, I'm gonna probably try to ask you to wait until Sure, they get that's here, fine. so we can get a sample of your Yes, sir. DNA if you Okay. don't mind. No, not at all. But just in case anything crazy, Yes, sir. it would be beneficial. Ma discussion avec l'individu qui avait appelé les urgences m'a mené à le rayer de la liste des suspects possibles. L'enquête sur cette affaire m'a été confiée, donc j'ai pris le relais. C'est clairement un des meurtres les plus horribles que j'ai vus dans ma carrière. La première difficulté, c'était d'identifier la victime. À ce moment-là, notre seul indice, c'était un tatouage très particulier sur l'épaule droite. Il représentait un rouge-gorge perché sur une branche. Quand un corps est exposé aux éléments, en fonction de son état de décomposition, ça devient difficile de dire si la victime est jeune ou âgée, ou de quelle race elle est. La découverte de ce torse soulevait beaucoup de questions. Qui est la victime? Où est le reste du corps? Et qui a pu faire ça? Dès que j'ai vu le torse, je me suis dit qu'on avait affaire à un détraqué. Dans ce type de situation, on consulte forcément la liste des personnes disparues. La disparition d'une dame dans la soixantaine, Robin Upson, avait été signalée par une de ses amies. Elle avait disparu depuis plusieurs jours, et cette personne a appelé le bureau du shérif pour le signaler. Pour confirmer l'identité de la victime, on a été parler avec la mère de Robin Upson, chez elle. When did you last speak with Robin? I think it was the 4th or the 5th. I'm not sure. She was down here, and she used to take care of us and do a lot of things around here and stuff. Did she have any recent tattoos? Well, oh, she's got a new one on. She had put on her finger, I guess, but she's got a big one on her shoulder of a robin. Of a robin bird? On a appris que Robin avait bien des tatouages, notamment ce motif assez particulier sur le torse, un rouge-gorge. Donc ça nous a permis d'identifier la victime. Et c'était un moment assez triste. We're investigating a case right now where we did find a deceased female. Oh, okay. We don't have her positively identified yet. Well, that must be her. But these are two of the tattoos she had. Yeah, this is on her shoulder, and I don't know where this is, but that looks like it too. Okay. Yeah, and we haven't heard from her, and she isn't like that or anything. But this is it. This is it. That's definitely her tattoo. Yeah. C'était un soulagement d'avoir identifié la victime et de pouvoir associer un nom au torse. C'était une motivation supplémentaire pour retrouver l'individu qui avait fait ça. Mes premiers souvenirs de Robin, c'est dans mon enfance. Elle avait ce petit quelque chose en plus, une lueur dans le regard. Et je crois que ça se voit un peu dans sa photo du lycée. Elle avait un caractère très fort, avec beaucoup de charisme. Avec elle, on n'avait pas besoin d'afficher une façade. Elle était brute de décoffrage. On pouvait boire une bière ensemble, en discutant de tout et de rien. Quand j'ai appris que Robin avait été assassinée,
et ensuite démembré. Évidemment, j'étais sous le choc. Et l'autre émotion que je ressentais, c'était la colère. Parce que c'est quelque chose d'irréparable. Et tout ce qui reste, c'est les cauchemars qui reviennent encore et encore. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour la maison de Robin Hobson, on a vu que beaucoup d'arbres avaient été coupés chez elle. Il y avait beaucoup de troncs et de branches empilés devant son garage. La porte du garage était restée à moitié ouverte. Derrière la maison aussi, des arbres avaient été coupés. Dans le salon, on a trouvé un matelas avec des taches de sang. Et dans le garage, il y avait du sang aussi. Partout, par terre, sur les murs, le plafond. Donc là encore, c'est un moment très fort pour nous en tant qu'enquêteurs. Une fois que la victime est identifiée, on a plus de pistes à suivre pour tenter de trouver un suspect. On a utilisé du luminol et un autre produit révélateur pour repérer les zones que le suspect avait essayé de nettoyer. Ça nous a permis de voir qu'il y avait du sang partout, sur les murs et le plafond. On a aussi trouvé des scies avec des traces de sang. Donc on savait que le corps avait probablement été démembré dans le garage. Une des choses importantes, c'était de retrouver le reste du corps. Les membres, la tête. Mais la fouille de la maison n'a rien donné. On a fait du porte-à-porte dans tout le quartier, au cas où un voisin aurait vu ou entendu quelque chose. We're here following up on your friend Robin. Just tell me what's going on. I mean, I know that you said that you're friends with her and that you hadn't seen her in a week. So when's the last time you saw Robin? A week ago Sunday. L'ami de Robin a dit que son pick-up avait disparu. C'était une information importante, et on voulait en savoir un peu plus. En quadrillant le quartier, on a parlé à une voisine, Patricia. The reason that I'm here is, do you know somebody by the name of Robin Upson? She did? That's who we're here about. That was not surprising. Okay, what do you know about Robin? Robin's been my client. Okay. So, there was a guy, but I just saw him a week ago driving her truck heading south on 440 because I went, what's he doing there? I was a little disappointed seeing it because her truck is remarkably noticeable. It's not like it's a white Chevy truck. It's noticeable. You know it's Robin's truck. Was he alone in the truck? Yes. Smoking, she would not allow in her truck. Patricia a dit aux inspecteurs qu'elle avait vu quelqu'un au volant du pick-up, une semaine plus tôt environ, près de la route 441. C'est proche du domicile de la victime. On a pu localiser le pick-up dans le parking d'un café, près de la maison de Robin Hobson. On espérait que quelqu'un avait vu le véhicule arriver, pour éventuellement identifier un suspect. Notamment si une caméra de surveillance avait filmé le pick-up entrant dans le parking. Et le pick-up avait effectivement été filmé. Le véhicule a été saisi en tant que pièce à conviction. Et on est entré en contact avec les employés du café. So obviously, we're here conducting a missing person investigation, and the person we're looking for, her pickup truck was found in your parking lot, which was the Ford F-150. Yeah. Are you familiar with the owner of that? No.
Okay. You don't know who she is? I don't know who she is. No, Okay. not at all. All right. When did you see the vehicle? It was around that Tuesday Tuesday of last week? of last week. And you know that because that's the day you were working, right? Yeah, that's the only day I was here during the day, because normally I don't come in until midnight. When did you first notice that vehicle? I seen it like kind of pull in. And do you remember when that was? Like what time of day? Or? It had to be it was in the afternoon time. Yeah, it was after I got off work. Okay. And it stood out to me because when I looked on the camera, you seen it pull in, because I always keep an eye over there on the side parking lot. And it was pouring down rain, and all of a sudden I just noticed somebody get out of the truck and they were walking down the road. And I just thought it was odd. And how many people did you see get out? Just one. Okay. Male, female? It was a man. White, black, Hispanic? And which way? This is 441 right up front, That's right? 441. The road This part's right here. Yeah, the road that runs behind Jimmy George. So 100. To the right, that So way. he went down 119? He went down that way, and that was it. Okay, so he walked down 119. Okay. Did you ever see anybody come back to the vehicle then? No, and I kept asking customers if they knew anybody who drove that truck. You know if you touched the windows? No, I didn't, because there's no window tint on it, and I noticed that there was a key on the dash with like a garage door opener, it looked like. Okay. On a appris qu'un homme blanc avait garé le pick-up sous une averse torrentielle et qu'il était reparti à pied en direction de la maison de Robin. En fouillant le pick-up, on a trouvé un ticket de caisse de Walmart. Et parmi les articles achetés, il y avait une scie sauteuse et des sacs poubelles. C'était un tournant dans l'enquête. On a récupéré la vidéo de surveillance du supermarché et on y voyait le pick-up arriver. Ensuite, on voyait un homme blanc entrer dans le magasin et choisir ses articles. Je pensais qu'il avait probablement fait ses achats pour se débarrasser du corps de la victime. Donc maintenant qu'on avait une piste, il fallait absolument retrouver cet individu. Il fallait l'identifier, le retrouver et l'arrêter le plus vite possible. Sur les images de surveillance du supermarché, on voit le pick-up de la victime arriver. Et j'étais persuadé que cet homme blanc était le suspect numéro 1. Donc j'étais déterminé à le retrouver et l'arrêter le plus vite possible, compte tenu de la violence extrême du meurtre et de l'état du corps de la victime. Je me disais que cet individu n'en était certainement pas à son premier meurtre, qu'il était en fuite et qu'il était prêt à tout pour échapper à l'arrestation. Au fil de l'enquête, je suis entré en contact avec la fille de Robin Upson, Summer. Je pensais qu'elle avait peut-être des informations cruciales pour identifier cet homme. Je l'ai interrogée ici, dans le comté de Marion, en Floride. Again, I'll tell you, I'm sorry. Everything was wrong. That looks a little bit. He looks meaner there. That looks like Chris. J'ai montré à la fille de Robin Upson une image des vidéos de surveillance, juste pour confirmer l'identité du suspect. Elle a dit que c'était bien Chris Tagvar, donc on a tout de suite cherché à en savoir plus sur cet individu et sur ses relations avec la victime. Did your mom let people stay with her, to your knowledge? We had talked about that a little bit earlier, but was there any guests in the home besides this Chris guy? The only one is the guy that she
allowed to stay with her. He had lived next door and hadn't had to leave for a reason or something. They didn't agree with him, or I don't know exactly what went on there, but he was at, you know, he had to find a new place, and so he just hopped right over the next house to my mom's place. Okay, but as far as you know, he was not living there. And exactly. Well, he was not living there at that time. So Chris is the only other person you know that's actually lived there. Exactly. And just so we can get an idea of what information you might have, when's the last time you spoke to your mom in person? And when's the last time you spoke to her on phone or text message? Or... Last time I spoke to her in person was the last time I saw Chris at her house about a year and a half ago. So, okay. Well, a little bit more, closer to 2 years ago would be September. The last time we come to visit. The last time we came to visit. Now, would you talk or communicate daily, or once a week, or? Usually about once a week. It very, and just back and forth, a text here, a text there. Right. There would not be 2 weeks in between a text usually, or phone call. We met him before. She was, I don't even know how many years ago it was, but he came, they tried to do business ventures together twice. Right. The first time was something to do with hemp or something like that. When we were there visiting at her house, he stayed in the room that used to be my room. Chris came over and actually worked and talked to my grandfather and helped out, take care of my grandfather. And I think my mom and my grandmother both were like impressed by that and encouraged by that. And I think that's a little more trusting of them because of that. Because of that reason. They've also done one that didn't succeed that led to a bankruptcy or something like that with her, is what she told me, or near bankruptcy, is getting a tattoo parlor. Let's talk a little bit more about Chris. I think you had mentioned that they had gone into business several times. Is this a man of means, or is this a man that was... No, she was the person of means. He was not. He was the one with the ideas. She was the one with the money. Okay. En parlant avec Summer des arrangements financiers entre sa mère et le suspect, je me suis dit que cet homme l'avait probablement manipulé pour financer ses projets. Et ce genre de choses, avec le temps, ça peut vraiment devenir explosif. And you haven't been able to find Chris? No. Do you communicate with him at all? Do you have his phone number? Does he have yours? No phone numbers. I just know he's on Facebook. That's all I know. Under his regular name? Yes, yes. I would ask that if he does reach out to you, either of you, let me know, but also don't let him know that you've talked to the police. Okay. Also, I want to know if this individual, and I know it's really weird, but I have a letter that I want to write. It's not spiteful or hateful. I want to write it, put it in a Bible, and would you or somebody be able to give it to this individual? Because they need Jesus, because they don't have them. Oh, yeah. Apparently. Yeah, absolutely. And that will help. It will help me heal, I think. And it's what I'm supposed to do, even though I don't feel that way right now. Right. But I need to. Right. No, I And understand. that's what Chris wants me to do. Yeah, I understand. En enquêtant sur Chris Tagvar, on a appris qu'il avait vécu à Marshall, au Texas. Donc j'ai pris l'avion pour me rendre sur place et parler avec sa mère. J'espérais en apprendre un peu plus sur le contexte familial. Elle avait peut-être des informations qui allaient me permettre de comprendre le mobile du crime. So tell me, I mean, Chris, he'd been living in Hawaii for a while, right? Yeah, for years, actually. He comes out and visits. Right. He has friends that he visits. He has a sister in California, and he's a tattoo artist. Was he doing fairly well as a tattoo artist? He's always done fairly well. Yeah. Well, you know what brought him out of Hawaii this last time? Yeah, he had a friend in Florida that he has stayed with off and on a few times. He went out to help her. In fact, he had called me before he went to to Florida from Hawaii, and said, Mom, she needs a lot of help right now. He owed her money, and he said that he was going to go out and help her. Her name's Robin.
Okay. And do you know what he owed her money for? Yeah, his business in Hawaii. Did he talk to you about any issues that he was having in Florida? Any problems or? She wanted to be more than just friends. He didn't want to be. It's kind of a 20-year age difference, if I remember right. There's this big difference, yeah. He was never interested. No, not in that way. Chris Tagvar avait dit à sa mère que Robin voulait plus qu'une relation amicale ou un partenariat d'affaires. Elle voulait plutôt une relation amoureuse. Mais Chris ne voulait pas ça. Donc j'avais de plus en plus l'impression qu'il s'était servi d'elle. Has he ever been violent? Yeah. Domestic squabble type things, but yes, in that sense, yes. He does have a temper. It has to be something that he's passionate about. He has to have an emotion attached to whatever the situation is, to any kind of anger. On avait appris qu'il pouvait se montrer violent, qu'il lui devait de l'argent et qu'il y avait une dispute. Donc pour moi, c'était une accumulation d'éléments. Et c'était toujours les mêmes choses qui revenaient. Des histoires de dettes. Donc je pensais que c'était probablement cette dispute qui avait abouti en fin de compte à la mort de Robin Hobson. La mère de Chris Tagvar m'a dit qu'il lui avait donné son ordinateur, son téléphone et son portefeuille. Et elle nous les a confiés. Elle m'a remis ces objets volontairement. J'espérais y trouver des informations. Peut-être des photos, des comptes, de la correspondance entre Chris Tagvar et Robin Hobson. Des éléments permettant de comprendre la cause de ces événements et de déterminer ce qu'il s'était passé après que le suspect avait quitté la Floride. Mais on ne savait toujours pas où il était. Il avait disparu. Robin était la plus cool de toute sa génération. Une des choses qu'elle adorait faire, c'était voyager. Et elle adorait ses Harley-Davidson. Elle voyageait à travers tous les États-Unis. Même quand elle avait peur, elle disait qu'elle continuerait d'avancer. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas d'enterrement. Ma mère m'a dit que la mère de Robin voulait qu'on retrouve ses restes pour pouvoir faire une crémation. D'après moi, compte tenu du traumatisme qui entourait son décès, une cérémonie n'aurait fait que prolonger tout ce stress. Robin était très courageuse. Et c'est ça que je veux garder dans mon cœur, plutôt qu'une pierre tombale. Il n'y a pas de tombe où je pourrais me recueillir. Tout ce qui me reste, c'est mes souvenirs. Quelques mois plus tard, un de nos agents de liaison est entré en contact avec les US Marshals. Et il a pu coordonner les opérations de recherche, notamment au Texas et à Hawaï. J'ai appris grâce à un appel téléphonique que le suspect était peut-être dans la région de Jefferson, au Texas. Un informateur m'a dit que Chris Tagvar était hébergé par quelqu'un dans cette zone. J'ai obtenu l'adresse de cet individu et on a pu arrêter le suspect. Deputies arrested a man accused of killing a woman and dismembering her body. Marion County detectives say they had to look far past Central Florida in order to catch this man. We found out their investigation led them to Hawaii and to Texas, and that is where they made their arrest. Tonight, detectives say 43-year-old Christopher Lee Tagvar is behind bars. C'était une grande satisfaction de savoir le suspect arrêté. Et j'avais hâte de l'interroger. Donc j'ai pris l'avion pour le Texas
et j'ai enfin pu lui parler. Here you go, Chris. Look at this. Think you need to worry about you being cooperative or anything? No reason to be uncomfortable. All right, Chris. I said I came here from Florida. So there's a lot of stuff I want to talk to you about. So you and Robin must have somewhat of a decent relationship to come from Hawaii. I met Robin through a friend of mine who's deceased now. Mary. And she was a mutual friend? I mean, Robin knew her and you met Robin through her? I met Robin through her. And I had ended up going down there to basically pay my respects to Mary originally. The trees you were cutting down, were those at Lena's house or at Robin's house? Robin. Okay. I had done some tree cutting, and Robin got upset with me. I don't know if mood swings or what. She wanted me to stop and have a professional come in, and basically she, for lack of better words, told me that she wanted me to get out of her house. I mean, that's a polite way of putting it. I mean, she flew off the handle. Je ne voulais pas commencer à parler du meurtre dès le début de l'interrogatoire. J'avais peur qu'il se referme tout de suite et refuse de répondre. J'espérais gagner sa confiance pour qu'il continue de me parler. Do you know what happened to Robin? What do you mean? I mean, do you know where she is? Do you know what's going on with her? Anything? Have you heard anything at all? I haven't talked to her since. Okay. Have you heard anything that has happened to her, that she's in trouble, that... Nothing? Okay. All right. And you never saw her again after you left? No. Okay. So, I'm working a homicide. Okay, who's homicide? Robin's. And because you're the last one that I can put with her, I need to really get information from you to see where I need to focus my investigation. Robin's mom is beside herself. Summer and her kids are beside themselves. And they want some answers to what happened to Robin, you know? After our argument, I had heard her talk to, I don't know if it's gentleman on the phone or in person or what. I was locked in my room. And when I came out in the morning, she wasn't there. Il a inventé cette histoire comme quoi il était dans une chambre et il avait entendu Robin Upson parler au téléphone avec un inconnu. Et le lendemain, quand il a quitté la chambre, elle n'était plus là. Donc je l'avais poussé à admettre qu'il était bien chez la victime avant sa disparition. Mais il essayait quand même de se disculper. She said she's on the phone with some guy? No, I could hear her talking to someone. Okay. You're just not sure who it was? Okay. So when you got up, where would you stay in the house? If you walk in the front door, where was your room? To the right. I know with the truck, her truck, you had parked it at the Internet Cafe at 119th and 441. I did? So I'm kind of curious because that would have been after you said Robin left the truck. You're pointing fingers at a homicide. I was coming to talk to you because you were one of the last ones with her, to see her and talk to her. And I need to know if Chris can answer all these questions for me or if Chris can put me on the right track. On apprend à lire le langage corporel et j'ai vu que Chris savait qu'il était coincé. Donc j'ai pris l'initiative pour avoir plus d'informations. Qu'est-ce qu'il s'était passé exactement? Pour quelle raison? Et où se trouvait le reste du corps? I need you to fill in that blank for me. I felt in my gut that you were gonna be honest with me. And something happened that made Chris do something that is out of character.
The relationship with Robin was more platonic, more business relationship, more friendly, romantic. I mean, what kind of? It was a friend relationship. Friend relationship. Okay. Was she content with that? Did she want more than friendship, or? No. Okay. She wasn't content with it, no. She wasn't content. Did she want it to go further than what it went? Yeah. Was Robin helping you out? I know you're trying to, I know you got a business. Was she helping fund that, or was she? She had helped at one point. Yeah. And, you know, it's obviously been respected and appreciated. Right. Did you owe any money to her, or pretty much settled up, or? I consider we still owe her. How much do you think you owed her? I believe the original loan was like $16,000. Okay. Something like that. Yeah. His motive was Le mobile, c'était l'argent, finances, puisqu'elle finançait ses projets. Et je pense qu'elle avait peut-être décidé de lui couper les fonds. Son investissement ne lui rapportait rien. Et il n'avait pas répondu aux espoirs amoureux qu'elle avait placés en lui. Elle a peut-être réalisé qu'il s'était servi d'elle. Et quand elle a décidé d'arrêter de lui donner de l'argent, je pense qu'il a explosé. When people are sitting where you're at, they're scared. And I'm not scared, brother. Or concerned or whatever, but I'm embarrassed. Robin started yelling at me. I was on the back porch, smoking a cigarette, taking a break. She come in yelling at me, shaking a knife at me. It just got violent. Unfortunately, I had a chainsaw in my hand. She came at you with the knife? Yeah. So what happens when she comes at you? You got a chainsaw in your head. I went to defend myself, and someone wielding a knife at me. And unfortunately, it was an electric chainsaw. So then we hit the button. That was it. J'avais envie de lui rire au nez, parce que c'était surréaliste ce qu'il essayait de me faire croire. C'est totalement impossible d'allumer une tronçonneuse et de décapiter quelqu'un par accident. Have you met Summer before? Yeah, I did have. I don't want. What's that? I don't want to talk to her. And the reason I asked is Summer wanted me to give this to you. She bought this and she wrote a note. She said as hard as it is for her, she knows she needs to forgive you. Well, yeah. Yeah. I don't think defending myself was a sin, but I mean, obviously dismembering her body was not very polite. Right. But at some point, I guess I gotta tell the truth. Yeah. So I told her I'd give that to you when I saw you. Sorry, so thank you. Quand il est passé aux aveux, intérieurement j'exultais. J'avais du mal à croire qu'il avait avoué tout ça. La décapitation, le démembrement de la victime. Mais il fallait absolument que je me contienne, parce que je voulais qu'il continue de parler, et qu'il me dise où se trouvait le reste du corps. Did you go to Walmart after that? Yeah. Is that where you purchased the Sawzall? Yeah. And tell me where all that took place at with the Sawzall. The garage. What did you do with her limbs, her head? No, she's coming at you with a freaking knife, Chris. What happened to her head? I buried him in the backyard. Il a vraiment dessiné un plan du jardin pour montrer où il avait enterré la victime.
À ce moment-là, j'avais le sentiment qu'il était sincère. Donc je suis reparti en Floride et on a bien retrouvé les restes. La tête et le visage étaient partiellement couverts de ciment, ce qui a contribué à les préserver, je crois. Il n'y avait aucun doute sur l'identité. Chris Takvar a été inculpé de meurtre avec préméditation. Il a été reconnu coupable et condamné à la perpétuité. Ce verdict, c'était une énorme victoire. D'une part, c'était un soulagement pour la famille de Robin Hobson. Et d'autre part, j'étais fier de notre travail d'enquête. À chaque fois qu'on voit des oiseaux, on pense à Robin. Et on prend le temps de parler. On se rappelle de tous les bons moments qu'on a passés avec elle. Ces photos du lycée, c'est l'époque de mes premiers souvenirs de Robin. Elle était une idole pour moi. Et ce monstre a commis un acte irréparable. Elle me manque. Elle me manque beaucoup. Elle était très compréhensive, mais elle pouvait aussi nous remettre en place quand c'était nécessaire. C'était une amitié très spéciale. C'était comme si on avait été amis depuis toujours. J'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme un modèle. C'est vraiment ce qu'elle était pour moi, un héros. Pour son esprit, sa sensibilité, son âme, pour son goût de la vie. La caméra de sécurité ne mène pas. Elle ne mène jamais. Elle ne fait pas de poésie. Elle ne dramatise pas. Elle enregistre simplement ce qui passe devant son huile, à une cadence mécanique, sans comprendre que parfois, un détail banal deviendra un gouffre. Dans la nuit de Columbus, Ohio. Ce détail banal, c'est un homme de 27 ans qui remonte un escalator vers un bar du 12e étage. Il ne court pas, il ne se cache pas. Il ne semble pas fuir. Il a l'air d'un étudiant un peu fatigué. Un peu excité, comme tant d'autres un soir de début de vacances. Il s'appelle *** Brian Schaffer *** Wikipedia 1. Quelques heures plus tard, si même homme ne sera plus qu'une absence. Pas encore, pas une scène. Pas un point final, une absence qui commence exactement là où l'on croyait la vie la plus simple. À la sortie d'un bar, au milieu d'un quartier étudiant, entouré de lumières et de gens, et c'est précisément ce qui rend l'histoire insupportable. La nuit du 31 mars 2006 commence comme une respiration, la fin des cours. Le début du spring break, un relâchement général dans la ville. Si un moment où les épaules descendantes, où les rires deviennent plus faciles, où l'on s'autorise enfin à vivre sans le poids des examens. Brian est étudiant en médecine à l'Ohio State. Il travaille les dur. Il est au milieu d'une vie qui se construit. Wikipedia 1. Mais sa vie n'est pas légère. Elle ne laisse plus depuis peu, dans l'ombre de cette soirée. Il y a une douleur intime, ça me reste morte récemment. Et la maison s'est retrouvée avec une vide que personne ne sait combler. C'est le genre de deuil qui ne crie pas toujours. Parfois, il s'installe comme une pression constante. Silencieuse et il rend chaque moment normal un peu irréel. People come to. Place tot dans la soirée, Brian dîne avec son père. Un moment presque ordinaire, presque tendre. Si l'on oublie tout ce que ce repas contient en non-dits, l'inquiétude, la fatigue, l'idée qu'on file porte désormais des charges qui ne devraient pas être les siennes à cette aguilla. Wikipedia 1, puis vient la sortie. L'appel du dehors, la promesse qu'une nuit de bar peut commer.
Ne serait-ce que quelques heures. La l'odeur de ces cuits atteint à la maison. Le bar s'appelait Ugly Tuna Saluna installé dans le complexe South Campus Gateway, sur High Street. Un endroit connu. Fréquenté par un recoin louche à l'écart des regards. C'est important parce que l'esprit cherche toujours une explication qui colle au décor. Un quartier dangereux, une ruelle mal éclairée, une zone interdite, ICI, non-ICI. La disparition va se produire dans un lieu qui ressemblait à la sécurité. Wikipedia 1. Brian retrouve des amis, ils boivent. Ils passent d'un endroit à l'autre, comme on le fait à cet âge-là. Quand la nuit semble infinie et que le corps tient encore debout malgré la fatigue, les verres s'enchaînent. Les conversations glissent, les sourires se multiplient. La ville autour continue de vivre, bruyante et indifférente. Wikipedia 1. Et un moment après minuit. Ils reviennent à l'Ugly Tuna. Le détail qui paraît insignifiant à l'instant devient la charnière du cauchemar. Ils entrent, montent l'escalator. Passant le contrôle, se retrouvant dans ce bar qui est déjà plein de monde. Une caméra filme l'entrée principale. On les voit? On sait qu'ils sont là, Wikipedia 1. Et puis, comme dans toutes les nuits de fête, il y a ces moments où l'on se perd, pas se perdre au sens dramatique. Se perdre dans la foule, dans la musique. Dans les allers-retours au comptoir, dans les rencontres brèves qui ne les sont rien derrière elle. Brian s'est séparé de ses compagnons, y cherchant un peu. Appellant, pensant qu'il a dû sortir quelques minutes. Qu'il va revenir, puis. L'heure tourne, le bar va fermer. Et l'idée s'impose comme une évidence pratique. Il est sans doute rentré chez lui. Wikipedia 1. Cette supposition est la première erreur de la nuit. Pas une faute morale, une erreur humaine. Normal, celle que tout le monde fait un jour. Croire que l'absence est temporaire, parce que l'esprit refuse de concevoir l'inverse. Mais ce que les amis ne comprennent pas encore, c'est que la disparition de Brian ne va pas ressembler aux disparitions que l'on peut expliquer. Elle ne va pas laisser de traces cohérentes. Elle va devenir une énigme de béton. Des néons et des caméras de surveillance, aux alentours de 2h du matin. Brian apparaît à nouveau sur une vidéo. Il est à l'extérieur du bar. Près de l'entrée du 12e étage, il parlait avec deux jeunes femmes. Il a l'air calme, pas panique. Pas pressé, un échange bref. Banal, un moment de sociabilité comme il en existe des milliers chaque week-end. Wikipedia 1. Et puis, il sort du champ. La caméra continue de filmer, les jeunes passants. Les minutes s'écoulent, le bar ferme. Les clients descendent, le bâtiment se vide. Mais Brian, lui, n'apparaît plus, et quand les enquêteurs regarderont les images, encore et encore, ils buteront sur le même détail impossible. Asterisk, aucune caméra ne le montre quittant. Le bâtiment par l'entrée principale, asterisk. Wikipedia 1. C'est là que la réalité devient malsaine, parce qu'un homme ne disparaît pas comme ça. En plein quartier étudiant, au milieu d'un flux de personnes. Un homme ne s'efface pas juste parce qu'une caméra ne l'a pas vu. Il doit y avoir une explication. Un autre chemin, une faille. Une chose qu'on n'a pas regardée, mais place on cherche cette faille. Plus le décor devient un piège. The South Campus Gateway n'est pas une chambre ouverte. C'est un complexe moderne avec des access controls. Des couloirs, des sorties. Officiellement pour le public. L'entrée et la sortie principale du bar passant par la même zone, surveillée. Pourtant, il existe aussi une porte de service.
et des chemins secondaires qui auraient pu être empruntés dans certaines circonstances. C'est là que les hypothèses commencent à se multiplier. A-t-il quitté le bar par un autre accès? A-t-il suivi quelqu'un? S'est-il glissé dans un couloir? Wikipedia 1. Ces questions ne sont pas des scénarios de film. Elles ne sont donc constat brut. La caméra n'a pas capturé l'instant où il quitte le bâtiment. Mais il a forcément quitté quelque part, à moins que quelque chose l'ait empêché. Et c'est là que l'histoire prend une teinte plus sombre, parce qu'empêcher n'est pas un mot neutre. Au début, la disparition ressemble à un retard. Une absence de réponse, le téléphone qui ne décroche pas. Puis le matin arrive, et Brian ne donne toujours aucun signe. Si n'est pas encore une alarme, plutôt une inquiétude diffuse. On se dit qu'il a dû dormir, qu'il a perdu son téléphone, qu'il a terminé la nuit ailleuse. La normalité s'accroche comme elle peut. Wikipedia 1. Mais le lundi, un détail tranche dans le tissu du déni, Brian manque un voyage prévu. Un départ attendu depuis longtemps. Il devait partir à Miami avec sa petite amie. Une absence à un volume n'est pas une preuve de crime, mais c'est un signal vilain. Brian n'est pas simplement occupé. Brian n'est pas simplement fatigué. Brian n'est pas là. Wikipedia 1. À partir de ce moment, les proches basculent dans une autre réalité. Celle où l'on doit appeler la police, distribuer des photos, répéter un nom à des inconnus, expliquer encore et encore que non. Il ne répond pas. Non, non. Il n'est pas rentré. Non. S'il n'est pas dans ses habitudes de disparaître sans prévenir, la police revient au bar. Revoir les images, chercher les sorties. Cherche les angles morts. Et l'enquête se heurte à une absurdité presque insultante. On a eu un endroit précis, une fenêtre temporelle étroite. Des caméras, et pourtant, aucune piste nette. Wikipedia 1. Alors les recherches s'élargissent. On inspecte les environs, on vérifie les rues, les bancs, les ruelles. Même les égouts seront explorés plus tard, tant l'idée d'une disparition sur place devient insupportable à accepter. Wikipedia 1. Dans l'appartement de Brian, rien n'indique un départ volontaire. Sa voiture est toujours garée. Et ces affaires sont là. Rien n'a été importé comme on le ferait si l'on voulait recommencer sa vie ailleurs. Et quand on cherche des mouvements sur ses comptes, des utilisations de cartes, des traces numériques, on trouve surtout l'absence. Cette absence-là est froide, administrative. Et elle y ajoute une couche d'angoisse, un homme qui disparaît sans utiliser d'argent. Sans appeler, sans laisser de signes. N'est-ce pas un homme qui vit normalement quelque part? Wikipedia 1. Pour beaucoup, l'image devient insupportable à force d'être simple. Brian est monté dans un bar et il n'en est jamais ressorti. C'est une phrase qui accroche parce qu'elle est impossible. Alors l'esprit cherche des scénarios qui permettent de respirer. Un accident. Une altercation, un malaise. Une chute dans un endroit inaccessible. Une porte de service ouverte au mauvais moment. Un déguisement improvisé pour échapper aux caméras. Les enquêteurs eux-mêmes envisageront l'idée qu'il a pu modifier son apparence une casquette. Un vêtement s'effondre dans le flux sans être reconnu. Wikipedia 1. Mais chaque théorie a un coût. Plus on tente de rendre l'histoire plausible. Plus on doit admettre un niveau de hasard ou de précision qui devient presque irréaliste. Si qui alors dit encore l'affaire. C'est si détail humain, cruel. Brian n'était pas un inconnu sans attaches. Il était aimé. Attendu, il avait un frère. Un père, une petite amie. Il avait des projets, une formation exigeante. Une vie structurée, cela n'éprouve rien. Mais cela rend l'idée d'une disparition volontaire beaucoup plus difficile à avaler. Wikipedia 1.
Et dans les semaines qui suivent, un autre drame s'ajoute au drame. Son père meurt 2 ans plus tard sans savoir. C'est une phrase qui semble presque trop tragique pour être vraie. Et pourtant, elle est l'est. L'histoire de Brian ne détruit pas seulement une nuit. Elle ronge les années. People. Comme tout. Mais pour l'instant, dans cette première partie, tout est encore condensé dans une seule image. Celle de la caméra. La caméra voit Brian parler à 2 femmes. Elle voit Brian s'éloigner du cadre. Elle ne voit pas le moment où son existence bascule du côté de l'introuvable. Et c'est précisément ce moment qui obsède, parce qu'il doit exister quelque part même si personne ne peut le montrer. À mesure que l'affaire se répand, les rumeurs commencent. Des théories grandissant comme des plantes dans l'obscurité, certaines s'accrochant à l'idée qu'il vit sous une nouvelle identité. D'autres cherchant un coupable dans la dernière personne qui l'avoue, d'autres encore connectant l'affaire à des récits plus vastes, plus sensationnels, comme si une disparition devait forcément appartenir à une histoire plus grande. Mais la police, elle est restée confrontée à la même pauvreté des faits, une dernière image, un dernier lieu, puis le vide. Wikipédia 1. Si vide est particulier, il n'est pas celui d'un désert, où l'on peut se dire que la nature a tout effacé. C'est un vide urbain, un vide dans un endroit rempli de caméras et de couloirs. Un vide au milieu de gens, un vide qui ressemble à un défaut dans la réalité. Et qu'est-ce là que l'histoire commence à glisser vers quelque chose de plus intime, presque insupportable. La question de ce qui se passe à l'intérieur d'une nuit au moment où quelqu'un disparaît sans témoin. Parce que si Brian a quitté le bar par une sortie secondaire, il le forcément traverse un espace. Un couloir, un escalier, une porte. Et dans cet espace, quelque chose s'est joué, quelque chose qui n'a pas été enregistré ou qui est manque. Un angle mort, un instant sans regard. L'angle mort est le véritable monstre de cette histoire. Il y a des crimes que l'on peut comprendre parce qu'ils laissent des traces. Ici, le mystère est construit sur l'absence de traces. Sur l'idée que l'événement décisif s'est produit exactement là où personne ne regarde, et cela crée une pure primitive. Celle de réaliser que, même dans un lieu public, il peut exister un endroit où l'on cesse d'être visible. Brian Schaffer existe dans cette nuit comme une personne complète. Un étudiant, un fils, un compagnon, un ami. Puis il cesse d'être encore localisable, et le monde a continué de tourner. Laissant derrière lui un bar qui rouvre le lendemain, un escalator qui fonctionne encore. Des caméras qui enregistrent d'autres visages, d'autres nuits. La dernière chose que la caméra nous offre, ce n'est pas un cri, ni une course, ni une scène de violence. C'est un instant banal, et ce banal-là est une lame. Parce qu'il signifie que l'horreur peut commencer sans se montrer. Brian s'éloigne du cadre. Il disparaît derrière l'angle mort, et quelque part. Dans un couloir, un escalier ou une porte de service. Le monde prend une décision silencieuse, celle de ne plus le rendre. Pas encore, pas tout de suite. Mais suffisamment pour que, 20 ans plus tard, on regarde encore cette vidéo en se demandant exactement. Un homme peut s'effacer alors qu'il est un tour de lumière le lendemain. La lumière du jour ne résout rien, elle ne fait que rendre l'absence plus nette. Plus insultante, la ville se révèle avec ses habitudes. Les bus, les vitrines, le café chaud, les gens qui marchent vite comme si le monde était stable. Pourtant, quelque part sur High Street. En détail commence déjà à pourrir tout le reste. Brian Schaffer n'est pas rentré. Au début, c'est presque une gêne plus qu'une panique. Une confusion. On vérifie le téléphone. On se dit qu'il a dû finir la nuit chez quelqu'un, qu'il dort encore.
Quella est insupportable. Qu'il s'est révélé avec une goule de bois et qu'il rappellera. Dans le cerveau, l'optimisme n'est pas une qualité. C'est un réflexe de survie. Il protégeait l'esprit d'une vérité trop lourde. Trop rapide. Mais plus les heures passent, plus si réflexe devient un mensonge. Parce que Brian n'était pas le genre d'homme à disparaître ainsi sans prévenir. Pas au milieu d'une période où il était attendu en tour. Savait même sans qu'on s'en rendait compte. Il avait une vie serrée. Une vie où l'absence se remarque, étudiant en médecine. Il vivait dans un calendrier rempli de contraintes, de rendez-vous, de promesses implicites, une vie qui n'autorise pas vraiment les disparitions. Et pourtant, il a disparu. Ce qui choque immédiatement les proches, si il n'est pas seulement l'angoisse. C'est la contradiction. Comment un homme peut-il manquer à l'appel dans une ville pleine de gangs? Après une soirée dans un bar fréquenté, sans qu'aucun événement n'est éclaté au grand jour. Il n'y a pas eu d'appel au secours enregistré, pas de crises rapportées, pas de bagarres évidentes, rien que des souvenirs flous et des angles morts. Alors, avant même que l'enquête n'ait les temps de devenir officielle, la famille et les amis commencent à faire ce qu'ils font toujours ceux qu'on prive d'une réponse. Ils reconstruisent Brian piece par piece. Comme si comprendre, le homme pouvait expliquer la vidéo et le portrait qui se dessine n'est ni que celui d'un fugitif, ni celui d'un inconnu. Brian était un mélange de charme et de retenue. Quelqu'un d'assez sociable pour se faire des amis facilement, mais assez secret pour garder certaines zones de lui-même hors d'atteinte. Ce genre de personnalité fait souvent illusion. On croit connaître la personne parce qu'on a accès à son rire. Et ses habitudes, et ses manières de parler. Mais on ne sait pas ce qu'elle porte quand elle ferme la porte derrière elle. La mort récente de sa mère avait laissé quelque chose d'invisible dans sa vie. Une huile qui ne s'affiche pas toujours, mais qui change l'équilibre intérieur. On peut continuer à sortir, à rire, à étudier, tout en étant déplacé de l'intérieur. Comme si la réalité était légèrement décalée, certaines personnes s'effondrent. D'autres deviennent plus calmes, d'autres encore cherchant des échappatoires. Les soirées, l'alcool, les moments d'oubli, si n'est pas une accusation. C'est une mécanique humaine. Brian, ce soir-là, n'était pas un homme en train de fuir sa vie. Il était un homme qui tentait de respirer dedans. La nuance est immense. Parce qu'elle transforme la question centrale. Elle n'a pas disparu parce qu'elle l'avait prévu, mais parce qu'une nuit, en lieu, une décision ou une série de décisions après les décès, les proches se rappellent des détails avec une précision cruelle. Un sourire, un message laisse sans réponse. Une conversation banale qui devient soudain une relique. Chaque souvenir est réinterprété à la lumière du vide. Comme si le cerveau refusait que la dernière trace soit insignifiante. Et au centre de cette reconstruction, il y a un endroit très concret, le bar. Ugly Tuna Saloon. Rien que le nom évoque déjà une forme de légèreté. Un lieu où l'on ne pense pas à la mort, ni à la disparition. Un lieu où l'on pense au bruit, à la musique. Au verre qui colle un peu à la paume, aux conversations qui s'approchent trop près parce que la salle est pleine. Un bar au 12e étage, ce qui implique déjà une chose essentielle. Pour entrer, il faut monter. Et pour sortir, il faut redescendre. Cette logique verticale, simple, deviendra une prison conceptuelle parce qu'elle donne l'impression que tout déplacement est visible. Monter, descendre. Entrer, sortir. Et pourtant, dans les bâtiments modernes, il existe toujours des coulisses, des accès réserves, des portes qu'on ne remarque pas quand on est un client normal, et le drame. Dans ce genre d'affaires, c'est que la frontière entre accès réservé et passage possible est parfois une simple poignée.
quand les enquêteurs commencent à interroger les témoins, ils récoltent ce qu'on récolte toujours après une soirée alcoolisée. Des souvenirs fragmentés, des approximations, des contradictions, personnellement forcément. Mais la mémoire, dans ces conditions, n'est pas un enregistrement fidèle, c'est une reconstruction. Et dès le départ, cette reconstruction ne suffit pas. On sait que Brian était là, on le voit sur les images. On a la preuve de sa présence, mais la preuve de sa présence ne donne pas la preuve de sa sortie. Et cette absence de sortie devient une obsession qui contamine tout. La petite amie de Brian se retrouve dans une position impossible. Elle doit vivre avec deux réalités simultanées. La première est intime. Émotionnelle, Brian est une personne. Pas une énigme, il a un rire. Une manière de se tenir, des habitudes, des défauts. La seconde est froide. Administrative, Brian est un disparu. Un dossier, un nom qu'on imprime sur des affiches. Ces deux réalités ne se superposent pas, elles se heurtent. L'une exige de l'espoir, l'autre impose des procédures. Et au milieu, il y a cette sensation insupportable. Avoir perdu quelque sens, avoir le droit de le pleurer pleinement, parce que le monde demande une certitude qu'on ne peut pas fournir. La police, elle est, avance sur une corde raide, parce que les disparitions urbaines sont d'une catégorie à part. Dans un désert, le temps c'est la nature pouvant effacer. Dans une ville, l'effacement ressemble forcément à une action humaine. Il y a un accident si improbable qu'il devient lui aussi presque humain dans son absurdité. Les premières questions sont simples. Qui a-vous Brian en dernier? À quelle heure? Avec qui parlait-il? Était-il ivre? Était-il en colère? Était-il triste? Était-il presse? Mais ces questions ne trouvent pas de réponse suffisamment nettes pour dessiner une trajectoire. Et une disparition sans trajectoire est un poison. On cherche alors les dernières personnes identifiables autour de lui. Les deux femmes avec qui il a parlé sur la vidéo deviennent, malgré elles, un point de fixation. Non parce qu'elles sont coupables, mais parce qu'elles représentent la dernière scène connue, la dernière fenêtre où Brian est encore dans le monde visible. Les gens veulent croire que la vérité se cache là, dans cette conversation. Dans cette minute, dans cette proximité. Mais la vérité ne se laisse pas attraper si facilement, car même si cette conversation avait été importante. Elle ne garantit pas que Brian soit parti avec elles. Elle ne garantit rien. Sauf une chose, Brian était encore là. Encore conscient, encore capable de parler. Et ceci encore qui fait trembler, la journée avance. Les proches appellent les hôpitaux, les commissariats, les amis d'amis, les endroits où il aurait pu se réfugier. Ils suivent des pistes qui ne sont pas. Ils tombent sur des portes closes. Ils se heurtent à l'inertie du monde qui ne comprend pas encore l'urgence, parce que l'urgence, au début, appartient toujours à la famille. Pas au système, puis vient le moment où l'on n'a plus le choix. Il faut officialiser, il faut déclarer. Il faut entrer dans la mécanique. Cette mécanique a sa propre violence. Elle réduit l'humain à des formulaires taillés. Puis, couleur des yeux. Vêtements portés. Elle les oblige à décrire quelqu'un qu'on aime comme un objet perdu. Et chaque détail qu'on donne devient une tentative de le rendre retrouvable, comme si les mots pouvaient remplacer la présence. Une fois la disparition officiellement enregistrée, le bar devient une scène. Pas une scène de crime, pas encore. Mais une scène d'intérêt. On revient sur place. On inspecte les sorties, on questionne le personnel. On regarde les plans du bâtiment. On cherche le moindre passage qui pourrait expliquer l'inexplicable.
c'est là que l'atmosphère change. Parce qu'on commence à comprendre que la disparition de Brian n'est pas un simple et la quitte le barrette, il se passe quelque chose de horse. Si quitte le cas, on aurait peut-être une trace. Un témoin, une caméra de rue, un appel, une altercation rapportée. Mais ici, l'absence se situe dans un endroit sans être contrôle. Un complexe moderne, des caméras, des flux de gens. Cette contradiction pousse l'esprit vers des scénarios extrêmes. Un enlèvement, un accident dans un espace interdit. Une chute dans une zone inaccessible, une porte de service qui donne vers une cage d'escalier. Un couloir qui mène à une sortie pour surveiller. Les couloirs deviennent des possibilités. Les portes deviennent des menaces. Et puis il y a l'autre dimension. C'est le qu'on n'aime pas évoquer trop tôt parce qu'elle est salissante. La dimension sociale. Les bars sont des lieux où l'on se croise sans se connaître, où l'on peut suivre quelqu'un, où l'on peut se rapprocher d'un inconnu, où l'on peut croire à une rencontre inoffensive et se tromper. Une seule mauvaise décision, dans ce contexte, peut suffire, un je reviens qui n'est jamais suivi d'un retour, ou une discussion qui se prolonge hors champ, une sortie par un passage discret pour éviter la foule. Une proposition, viens? C'est par là, et c'est qui terrifie dans l'histoire de Brian. C'est quoi qu'une de ces hypothèses n'a besoin d'un grand complot. Elles n'exigent pas une organisation criminelle. Elles exigent seulement une opportunité, un instant. Un angle mort, l'angle mort. Justement, grandit dans l'imaginaire comme une entité. On le visualise, on le place. On le fait devenir un lieu précis dans le bâtiment, un endroit où la caméra ne voit pas. Où une porte s'ouvre, où un homme peut cesser d'être visible sans cesser d'exister. Mais place on fixe cet angle mort, place une vérité dérangeante émerge. L'angle mort n'est pas seulement un défaut technique, c'est une métaphore de nos limites. Nous aimons croire que la surveillance, les caméras, la modernité, tout cela réduit le risque. Que le monde esquadrille, sécurise. L'affaire Brian Schaffer prouve le contraire. Elle prouve que même dans un environnement surveillé, il existe des zones où la réalité est échappée et ce n'est pas une histoire surnaturelle. C'est une histoire humaine, justement parce que l'humain se glisse toujours là où le système ne regarde pas. Dans les jours qui suivent, les proches s'accrochant à des détails. Les derniers messages, les derniers appels, les dernières habitudes. Brian devait partir en voyage. Si fait est une lame, on ne manque pas son départ attendu comme cas. Sans prévenir, sans un mot. Si dit-elle réduit la plausibilité d'une dispersion volontaire, il ne l'annulait pas. Mais il la rend beaucoup plus difficile à croire, et quand on ne croit pas à la fuite volontaire. Il ne reste que deux grandes catégories, l'accident et l'intervention humaine. L'accident, en milieu urbain, pose immédiatement un problème. Comment, un accident qui efface un corps sans traces rares. Il exige une configuration particulière, un chantier. Un vide, une chute dans un espace inaccessible. Un effondrement, et le fait que ces scénarios soient rares les rend paradoxalement séduisants. Ils expliquent le commun sans exiger un coupable, mais ils exigent un endroit. Et l'endroit ne se montre pas. L'intervention humaine. Elle exige un autre type de preuve. Une confrontation, une trace. Un témoin, là encore. Rien n'apparaît immédiatement, pas de signe visible. Pas de cri entendu, pas de bagarre signalée. La disparition semble avoir glissé entre les mailles du bruit et de la foule. Et los, inévitablement, les regards se tournent vers le personnel. Vers les routines du bar, vers ce qui s'est passé après la fermeture. Parti qu'un bar, quand il ferme, change de nature, il cesse d'être un lieu public.
Il devient un espace de coulisses, un endroit où les clients ne sont plus censés être là. Et si Brian avait été là après la fermeture? Cette question se pose parce qu'elle donne une forme au mystère. Elle suggère un scénario où Brian aurait attendu. Ou serait resté bloc, ou aurait suivi quelqu'un vers une zone privée. Un scénario où le moment décisif se situe précisément quand le lieu bascule de public à privé, de brillant à silencieux. Mais ici, scénario, pour l'instant, reste une ombre, si qui est certain. C'est ce que plus le temps passe, plus l'affaire dévore ce qui l'entoure. Elle transforme chaque proche en enquêteur amateur, chaque ami en témoin potentiel. Chaque minute de la soirée en piste un puzzle qui refuse de se compléter. La douleur devient méthodique. On cherche par ce qu'on ne peut pas faire autrement, et au milieu de cette recherche. Une idée s'installe, froide et terrifiante. Brian a quitté la zone visible, il espace de l'autre côté des caméras. Et cet instant minuscule, est devenu une frontière. D'un côté, l'homme qu'on peut voir, qu'on peut situer, qu'on peut reconnaître de l'autre. L'homme qu'on ne peut plus prouver, cette frontière n'est pas une ligne sur une carte. C'est une faille dans la logique, et c'est précisément cette faille qui rend l'histoire si accrocheuse. Si dérangeante, si impossible à lâcher, parce qu'on comprend alors que la disparition ne s'est pas produite au milieu de nulle part. Elle s'est produite au milieu de tout. Et c'est au milieu de tout qui fait peur. Cela signifie que le monde peut avaler quelqu'un sans même ralentir. Dans les jours qui suivent, l'enquête va se durcir. Elle va passer de la collecte de souvenirs à l'exploration des possibilités sombres, celles qui impliquent la violence, la manipulation, l'opportunité. Et chaque nouvelle piste, au lieu d'apporter une réponse, révélera une autre zone d'ombre, comme si le bâtiment, la nuit, la foule. Et les hasards avaient conspiré non pas pour tuer Brian, mais pour effacer l'idée même d'une conclusion. Et pendant que la ville continue de vivre, quelque chose reste figé. Irreparable, la dernière image de Brian. Cette présence banale avant l'absence totale devient une scène que les proches rejoignent mentalement jusqu'à l'épuisement, parce qu'ils sentent confusement. Que la vérité est là, juste derrière l'angle mort. Tout est encore possible. Tout est encore ouvert, et c'est précisément que le cauchemar, quand aucune hypothèse ne domine. Aucune fin n'existe. Seulement un homme disparu dans un lieu où il n'aurait jamais dû être possible de disparaître. La troisième nuit n'est plus une nuit de fête, c'est une nuit d'archives. Dans un commissariat, dans un bureau, parfois sur une table de cuisine, des écrans rejoignent la même scène en boucle. Une portée, une rampe. Des silhouettes qui passent, un mouvement banal d'épaule. Un rire silencieux qu'on devine à la façon dont deux personnes se penchent l'une vers l'autre est au milieu de six théâtres mécaniques. On dit-elle obsède tout le monde. Brian Schaffer existe encore dans l'image. Puis il cesse d'exister. On revient toujours au même point. Parce qu'il est intenable. L'endroit où il disparaît est un endroit où l'on ne devrait pas pouvoir disparaître. La vidéo est froide. Elle n'offre pas de musique. Pas de suspense. C'est précisément ce qui la rend insupportable. Elle ressemble à la vie réelle. Elle avance sans s'arrêter pour signaler l'instant où tout bascule. Et plus on la regarde, plus on comprend qu'elle a basculé. Peut-être n'est pas assez spectaculaire. Peut-être qu'elle a été silencieuse. Peut-être qu'elle a été une passe de côté. Dans ces jours-là, la police explore les bâtiments comme on explore un organisme. On cherche les artères et les couloirs, les conduits et les escaliers. On veut comprendre comment ils respirent, comment ils se ferment la nuit, comment ils se vident, comment ils se remplissent.
Un bar n'est pas seulement une salle avec un comptoir. C'est une série de soins. Un endroit public qui, à la fermeture, devient un labyrinthe privé. Et si changement d'état est crucial, car la disparition de Brian se glisse précisément dans cette transition. Le moment où la foule se disperse, le moment où les rires deviennent plus rares, le moment où les employés commencent à nettoyer, à ranger, à fermer les portes, le moment où l'énergie du lieu se transforme en routine, c'est là que l'enquête commence à chercher une vérité qui n'est pas forcément un crime, mais ce qui pourrait être une occasion. Une occasion est parfois tout ce qu'il faut. Au début, on se répète la version la plus simple. Brian a quitté le bar. Il est descendu. Il est sorti. Il a rejoint la rue. Et quelque chose s'est produit dehors. Un accident. Une rencontre. Une altercation. Un mauvais choix. Cette version est rassurante parce qu'elle ressemble à des histoires déjà entendues. Une ville, un homme et un pieuvre. Une nuit, une mauvaise fin. Mais cette version se heurte à un mur. La caméra ne le montre pas sortir par l'entrée principale. Là où tout le monde passe, on pourrait dire. La caméra n'a pas tout filmé. Les caméras retenent des choses. Les angles ne couvrent pas chaque centimètre. Oui. Mais l'esprit ne vote pas de peut-être quand il s'accroche à la seule preuve visuelle. Il vote un chemin concret. Il vote un moment. Il vote voir le pas final. Alors le bâtiment devient un suspect, pas au sens moral. Au sens architectural, on cherche les sorties secondaires, les access reserves, les escaliers de service. On interroge le personnel, on demande. Qui a fermé? Qui avait les clés? Quelles portes étaient utilisées? Avait-il des travaux? Un chantier, un couloir ouvert, un accès temporaire, la réalité. Dans les lieux modernes, ces skills sont toujours en mouvement. Une porte fonctionne un jour, reste coincée le lendemain. Un panneau réserve devient une suggestion. Un accès de service se laisse utiliser si personne ne regarde. Ce que l'enquête découvre, c'est une vérité simple et dérangeante. Un lieu peut avoir plus de sorties qu'un client ne le pense, et si Brian avait emprunté une de ces sorties. Cette hypothèse reconfigure tout si Brian est sorti par un accès que les caméras principales ne couvraient pas. Alors s'il a pu se retrouver dehors sans s'être vu, cela résout le paradoxe technique, mais cela ouvre un paradoxe humain. Pourquoi aurait-il pris un chemin réserve au lieu de sortir comme tout le monde? La réponse possible tient en un mot, la foule. Un bar qui ferme, c'est un entonnoir. Des dizaines de personnes convergent vers un même escalator, un même couloir. Une même sortie. L'attente est irritante. Les corps se collent, la patience disparaît. Dans ces moments-là, la tentation de contourner le flux est naturelle. Il suffit d'un employé qui ouvre une porte, d'un client qui se faufile. On ne cesse pas la lance sans réfléchir. La fuite n'a pas besoin d'être dramatique. Elle peut être pratique, mais si Brian a quitté le bâtiment par un accès secondaire, quelqu'un aurait dû le voir, un employé, un autre client, un agent de sécurité. Sauf si l'accès n'était pas destiné à être utilisé, sauf si l'instant était bref. Sauf si la nuit, encore une fois, y offre son angle mort et l'angle mort grandit. Place l'enquête s'enfonce dans ces zones d'ombre, place elle se heurte à un problème cruel. Le temps, dans les premières heures, la disparition n'est pas encore une disparition, c'est un retard. Un téléphone qui ne répond pas, un homme qui a peut-être dormi ailleurs. Cela retarde la mobilisation, retarde la précision. Retarde les traces, dans une affaire où tout dépend de minutes et de mètres. Le retard est un gouffre. La police regarde donc les images encore plus attentivement. Pas seulement Brian, tout le monde autour.
Chaque silhouette est un potentiel témoin ou un potentiel lien. On cherche une répétition. Un visage qui apparaît plusieurs fois près de lui, une personne qui semble le suivre. Une interaction qui se prolonge hors champ. On veut repérer une intention dans la foule. Comme si le crime, s'il existe, devait se trahir par une posture, mais la foule est un ocean. Et dans un ocean, la plupart des mouvements sont innocents. C'est là que l'affaire commence à produire une tension particulière. L'enquête de la matière des vidéos. Des témoignages, un lieu précis, mais cette matière ne parle pas clairement. Elle est trop abondante et trop pauvre à la fois. Trop de gens, trop de possibilités, et pas un seul fil qui serre la main. Alors les hypothèses se durcissent. Une hypothèse flotte comme une brume et finit par entrer dans les conversations à voix basse. Et si Brian n'était pas sorti volontairement, et si quelqu'un avait facilité sa sortie. Ou l'avait guide dans un bar. Les interactions sont rapides, une discussion peut sembler banale. Un sourire peut être une porte, un bien peut être un piège. L'idée n'est pas une accusation immédiate, elle est un vertige. Elle rappelle que les lieux de fête sont aussi des lieux de vulnérabilité. On boit. On baisse la garde. On accepte des proximités qu'on refuserait en plein jour. On croit que la foule protégée, alors qu'elle peut aussi masquer. Si quelqu'un voulait faire disparaître un homme, un barbon n'est pas forcément un mauvais endroit. La confusion est un allié. La musique couvre les mots. Les allées et venues sont normales. Les regards se dispersent. Mais là encore, l'esprit bute sur la même question. Comment faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces, sans cri? Sans signe, sans témoin clair. À ce moment de l'enquête, on comprend que le mot disparaître est trompeur. Brian n'a pas été effacé comme une ligne qu'on gommait. Il a été retiré de la zone visible. Puis le temps a fait le reste. Le temps efface les détails. Le temps rend les souvenirs malléables. Le temps dissout les certitudes. Et dans l'affaire Brian, le temps est l'ennemi principal. Les proches, Hughes, vivant cette lente dissolution comme une agonie, ils découvrent une douleur spécifique. Celle de devoir convaincre le monde que l'absence est grave. Au début, la disparition d'un adulte est parfois traitée avec une prudence froide. Il a peut-être choisi de partir. Il a peut-être besoin d'espace. Il reviendra. Cette possibilité existe toujours et elle empêche l'urgence de devenir totale. Mais pour ceux qui connaissent Brian, cette possibilité sonne faux. Elle ne correspond pas à ce qu'ils savaient de lui, à son voyage prévu, à ses routines et à ses lignes. Ils sentent que quelque chose de plus lourd s'est produit, mais ils ne peuvent pas le prouver. Ils se retrouvent dans une position terrible. Avoir la conviction sans l'utile. Alors ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent contrôler, les affiches, les appels, les recherches, les interviews, les questions. Ils apprennent à prononcer le nom de Brian comme on prononce une sorte, avec l'idée que la répétition peut empêcher l'oubli. Ils apprennent aussi que l'exposition a un prix, plus le cas devient connu. Plus il est tired des théories, et ces théories, même quand elles se violent utiles, peuvent devenir une autre forme de violence. Dans l'enquête, certaines pistes se dessinent puis s'effondrent. Une personne qui croit avoir vu Brian dans la rue, un signalement dans un autre état, un appel anonyme, un bruit de couloir. Chaque fois, l'espoir s'allume comme une allumette. Et chaque fois, il s'éteint en laissant une odeur de brûlé. La disparition devient une machine épuisée pour les enquêteurs. Il y a un autre problème. Brian n'a pas laissé une trace numérique claire après sa disparition. Pas d'activité évidente, pas de mouvement qui dessine un itinéraire. Et cette absence, encore une fois, est ambigue. Elle peut signifier qu'il n'a pas eu la possibilité,
Elle peut signifier qu'il a choisi de couper. Elle peut signifier mille choses. Mais elle ne change rien. Alors on revient à la nuit. On revient aux minutes. On revient à l'instant où Brian parlait à deux femmes près de l'entrée. Cet instant devient presque mythologique parce qu'il est la dernière scène connue. Et comme toutes les dernières scènes, il se charge d'un poids qu'elle n'avait pas au moment où elle s'est produite. On imagine si qu'ils se sont dit. On imagine si Brian a proposé quelque chose. Si on lui a proposé quelque chose, on imagine si cette conversation était un simple échange. Ou le début d'un mouvement vers l'angle mort. Mais l'imagination est une torture. Parce qu'elle remplit le vide avec si qu'elle peut, et si qu'elle peut être souvent terrifiante. L'enquête tente alors une approche plus concrète, la topographie. On reconstitue si que Brian aurait pu faire s'il avait quitté le champ de la caméra, à gauche. Un couloir, à droite. Une rampe, un espace qui mène vers une porte. Un accès de service, une zone non couverte. On transforme le bâtiment en carte mentale, en plan de bataille. Chaque époque devient une possibilité narrative, et dans cette cartographie. Une vérité s'impose. Il existe des chemins qui ne sont pas destinés au public mais qui restent physiquement accessibles. Le danger n'est pas que ces chemins existent. Le danger, c'est qu'ils existent sans être mémorisés par ceux qui sortent d'un bar, un peu ivres, un peu fatigués, en fin de nuit. Le cerveau ne photographie pas un couloir de service, il le traverse. Si Brian a traversé, il a quitté le monde visible en quelques secondes. Mais quitter le monde visible n'explique pas si que lui est arrivé ensuite. C'est ici que l'affaire prend une dimension plus sombre. Non pas parce qu'elle devient plus violente, mais parce qu'elle devient plus humaine dans ce qu'elle révèle. La fragilité de la présence dans la foule. Brian était protégé par une illusion. L'illusion qu'être entouré signifiait être en sécurité. Cette illusion tombe dès qu'on franchit une porte. Une porte suffit. Un couloir suffit. Une minute suffit. Le public, en suivant l'affaire, ressent cette chute, c'est ce qui rend l'histoire si captivante. Elle transforme un lieu familier en bas, ou un escalator. Une sortie en un espace où l'on peut perdre quelqu'un sans bruit, et le cerveau déteste ça. Parce que le cerveau veut des règles, il veut croire qu'il y a des frontières claires entre dangereux et normal. Ici, la frontière est floue. Les enquêteurs interrogent encore. Ils reviennent sur les employés. Ils reviennent sur les habitudes de fermeture. Ils reviennent sur la sécurité. Et chaque réponse apporte un peu plus de matière, mais jamais la pièce manquante. On comprend mieux le décor, mais on ne trouve toujours pas l'acte. Et plus on comprend le décor, plus une question devient corrosive. Si la disparition de Brian ne laisse pas de traces, est-ce parce qu'elle n'a pas été détectée? Ou parce qu'elle a été propre? Le mot propre est dangereux. Il suggère une intention, une maîtrise. Une main invisible. Et même si cette main n'est pas prouvée. L'idée s'accroche, parce qu'elle donne un visage au mystère. Mais l'affaire résiste à la personnification. Elle refuse de devenir un récit simple avec un coupable unique et une scène nette. Elle continue de flotter, comme un brouillard. Et ainsi brouillade, les proches avancent à l'aveugle. Guide seulement par la certitude que Brian ne cesse pas volatilise par magie. Et si c'est-à-dire un sentiment plus profond émerge, presque philosophique. L'angoisse de l'invisible, le fait qu'un être humain puisse cesser d'être visible. Non pas parce qu'il est mort ce serait déjà terrible, mais parce qu'il n'est plus localisable, parce qu'il est devenu une question. Cette transformation est la plus cruelle. Elle retire à la personne sa simplicité. Elle la change en puzzle, et ceux qui l'aiment doivent alors lutter contre deux disparitions. Celle du corps et celle de l'image vraie. Brian deviant, malgré you.
Une histoire qu'on raconte et racontée cesse déjà de former. Alors la famille s'accroche à ce qui résiste à la déformation. Le caractère de Brian. SES Lins. CS Projects. Sa présence avant la nuit. Ils répètent qu'ils devaient partir en voyage. Ils répètent qu'ils n'avaient pas d'argent à retirer. Pas de plan de fuite. Pas de raison de disparaître volontairement. Ils répètent parce que répéter est une manière d'empêcher le mystère de manger le humain. Mais le mystère avance quand même. Il avance dans les couloirs du bâtiment, dans les questions sur les sorties, dans les vidéos qui montrent tout sauf l'instant où Brian cesse d'être visible. Il avance surtout dans la conscience collective. Cette sensation que la modernité n'empêche pas l'effacement, qu'elle ne fait que le filmer jusqu'à la limite. Et cette limite est exactement là, l'angle mort. Dans la troisième partie, l'enquête se retrouvait devant un choix impossible. Soit Brian a quitté le bâtiment par un chemin non surveillé. Et quelque chose lui est arrivé de horse. Dans un espace moins documenté, soit lui est arrivé quelque chose à l'intérieur. Dans un couloir, un escalier. Un passage que le public ne voit pas dans les deux cas. L'événement crucial a eu lieu hors champ. Horse champ! C'est le mot qui collait à cette histoire comme une ombre. Parce que hors champ. C'est là que les décisions se prennent sans témoin. C'est là que l'accident peut être fatal sans être observé. C'est là que la violence peut se produire sans être entendue. C'est là que l'on peut devenir invisible en une poignée de secondes. Et une fois devenu invisible, indépendamment du regard des autres pour revenir dans le monde. Brian n'est pas revenu. La ville. Elle est continue. Le bar ouvre. Les escalators fonctionnent. Les caméras enregistrent d'autres visages et dans cette normalité. La disparition de Brian Schaffer devient une blessure qui ne cicatrise pas parce qu'elle est située dans un endroit où l'on croyait que la réalité était surveillée. Donc solide. Elle révèle que le monde peut être très bien filmé, jusqu'au point exact où il ne laisse plus. Si, point exact. Personne n'est pas le montrer. Mais tout le monde le ressent. Et qu'est-ce là que l'affaire s'apprête à entrer dans sa phase la plus dérangeante? Celle où l'on ne se contente plus de chercher un itinéraire, mais où l'on commence à examiner les ombres humaines autour de Brian, les relations. Les possibles motifs, les coïncidences. Les silences, non pas pour inventer un coupable, mais parce que quand un homme disparaît sans trace, la vérité, si elle existe, se cache rarement dans le décor. Elle se cache dans l'interaction, et désormais. Chaque interaction de cette nuit-là devient une porte qui mène peut-être à l'explication, ou à un nouveau couloir d'ombre. Le quatrième jour, si n'est pas l'angoisse qui domine, c'est une sensation plus froide, plus méthodique. Le monde commence à classer Brian Schaffer comme un problème insoluble. Dans les couloirs du commissariat, l'affaire n'est plus un simple retard, elle devient un dossier. Un dossier avec une date, une heure, un lieu, et si vide au milieu que personne ne sait remplir. Et si vide a une conséquence immédiate, elle oblige l'enquête à changer de nature. On ne cherche plus seulement où Brian pourrait être. On cherche ce qui a pu l'extraire du réel sans déclencheur d'alarme. Tout repart donc de la même image, la caméra. On la revoit, on la découpe. On la met en pause, on la fait avancer image par image. Comme si une vérité pouvait se cacher dans un mouvement de quelques pixels. On observe les silhouettes autour de lui. La manière dont elles se croisent, s'évitent. Se rapprochant, on cherche une geste inhabituelle. Quelqu'un qui se retourne trop souvent, quelqu'un qui attend. Quelqu'un qui semble surveiller, mais l'oeil se fatigue. Parce que la foule, à l'écran, ressemble à une fourmilière. Les trajectoires sont chaotiques et pourtant normales. Le chaos devient un camouflage parfait. Et c'est là le premier constat dérangeant.
Dans un lieu très fréquent, l'étrange peut s'effondrer dans le banal avec une facilité terrifiante. Alors on change de méthode. On cesse de regarder uniquement Brian. On commence à regarder le bâtiment comme une machine, un bâtiment. On l'imagine solide, simple. Des murs, des escaliers, des portes, mais en réalité, c'est un organisme traverse de flux, de règles, d'exceptions. Il y a la voie officielle des clients. Il y a les voies de service, les portes qu'on utilise, et celles qu'on n'utilise jamais. Jusqu'à jour où quelqu'un les utilise, les enquêteurs demandent les plans. Ils veulent comprendre les circulations. Ils se font expliquer ce que le public ne voit pas. Les accès employés, les couloirs de maintenance, les escaliers techniques, les sorties arrière. Ils cherchent la faille qui expliquera comment Brian a pu quitter la zone surveillée sans être capturé par les caméras principales. Et plus ils apprennent. Plus une vérité se dessine. Il existe toujours un chemin que la surveillance ne couvre pas parfaitement. La sécurité n'est jamais totale. Elle est une illusion statistique. Elle fonctionne jusqu'à l'instant où quelqu'un passe exactement là où elle ne regarde pas. Mais trouver un chemin possible ne suffit pas. Il faut un chemin probable. Pourquoi Brian aurait-il emprunté une route inhabituelle? Pourquoi aurait-il quitté l'axe principal, celui que tout le monde prend? Pour se glisser à l'heure, pour répondre. L'enquête doit se rapprocher de la matière la plus instable, les relations. Les intentions, les minutes invisibles. On commence donc à interroger les amis d'abord. Parce que ce sont eux qui peuvent donner la température émotionnelle de la nuit. Était-il contrarié? Était-il euphorique? Était-il fatigué? Avait-il parlé de quelque chose de précis? Avait-il évoqué un plan? Une rencontre, une tension. Les réponses se ressemblent et se contredisent non pas par ma violence, mais parce que l'alcool et la musique ont déformé les souvenirs. La nuit était banale. Disent-ils, c'est ce qui la rend folle. Elle ne portait pas la marque d'un drame, les employés ensuite. Le personnel du bar, la sécurité. Ceux qui fermentent, ceux qui nettoient. On leur demande ce qui s'est passé après la fermeture, dans ces moments où le lieu n'est place publique. Est-ce qu'un client peut rester coincé? Est-ce qu'un client peut se glisser derrière? Est-ce qu'une porte peut être ouverte par inadvertance? Est-ce qu'il y a eu un incident? Une altercation, un client trop ivre. Une personne sortie par l'arrière. On cherche une anomalie. Un détail qui tranche. Mais les nuits se ressemblent pour ceux qui travaillent dans des bars. Les visages passent et se confondent, et cette banalité-là devient une autre forme d'obstacle. Ce qui est exceptionnel pour la famille l'instant où Brian a disparu est peut-être, pour le personnel, une soirée parmi d'autres, noyée dans des centaines de soirées. Pour combattre ces flux, l'enquête a besoin de mesures froides. Des preuves qui ne dépendent pas des souvenirs. Alors on regarde le téléphone. Un téléphone n'est pas seulement un objet, c'est une trace potentielle. Une localisation, un mouvement. Une activité, s'il s'allumait, s'il se connecte, s'il appelait, s'il recueille, il laisse une empreinte. Minimale, et si, au contraire, il ne laisse rien. Cela devient une information en soi, les enquêteurs consultant les historiques. Les derniers appels, les derniers signaux. Ils cherchent un usage après la disparition, un message envoyé. Une tentative d'appel, un accès à un compte, un achat, n'importe quoi qui disait. Brian a continué d'agir, mais là aussi. La nuit est avare, l'absence de mouvement est presque totale. Et cette absence n'est pas interprétable de façon unique. Elle peut signifier qu'il n'a pas pu utiliser son téléphone.
Elle peut signifier qu'il ne l'avait plus. Elle peut signifier qu'il l'a éteint. Elle peut signifier qu'il se retrouve dans un endroit sans réseau. Elle peut signifier un geste volontaire et une contrainte. L'absence devient un miroir. Elle reflète toutes les hypothèses et n'en confirme aucune. Alors, pour ne pas se noyer, l'enquête fait CQL fait toujours face à l'incertain. Elle découpe le monde en catégories. Accident, fuite volontaire, intervention humaine, et chaque catégorie impose une série d'actions. Pour l'accident, on examine la topographie et les risques, le bâtiment, les chantiers éventuels, les zones en travaux, les endroits où une chute pourrait être invisible, les espaces où un corps pourrait être dissimulé sans intention criminelle. On pense aux endroits où la réalité peut avaler quelqu'un par pure indifference. Une cage technique, une zone interdite, un espace mal éclairé. Mais l'idée d'un accident dans un lieu aussi fréquent semble. Chaque fois, the heurter a une question simple. Combien personne ne l'a-t-il vu? Combien personne ne l'a-t-il entendu? Même un accident discret laisse souvent un bruit, un mouvement. On appelle ICI. Rien, l'accident devient donc une possibilité. Mais une possibilité qui demande un concours de circonstances presque demande. Pour la fuite volontaire. On regarde la vie de Brian comme on regarde une carte pleine de secrets. Avait-il des raisons de partir? Des dettes, des conflits. Une pression insupportable, un désir de recommencer à l'ose. On examine sa personnalité et ses habitudes. Et ses lignes. Mais cette hypothèse a un problème moral. Elle ressemblait à une manière de déplacer la douleur sur la victime. Il a choisi. C'est une phrase qui soulage certaines parties qu'elle offre une explication, mais elle écrase ce qui l'aimant. Parce qu'elle transforme l'absence en acte égoïste sans preuve, et puis. Surtout, une fuite volontaire ne se fait pas dans le vide. Elle exige du temps, de l'argent, une préparation minimale, une capacité à disparaître durablement. Or, l'enquête ne voit rien de cette préparation, rien qui crie plan. Rien qui dise décision. La fuite volontaire reste théoriquement possible. Mais elle ne colle pas au puzzle tel qu'il se présente, reste la troisième catégorie. L'intervention humaine, c'est la plus sombre. Non pas parce qu'elle est forcément la vraie, mais parce qu'elle contamine l'imagination. Elle suggère un acte, un choix. Une humaine, une personne qui accoise Brian. Qui la influence, guide. You contraint dans ce scénario. Le bar cesse d'être un simple décor et devient un terrain d'opportunités, une foule qui masque. Une musique qui étouffe, des contextes brefs. Des inconnus, des portes qu'on ouvre sans réfléchir. L'intervention humaine n'a pas besoin d'être une conspiration, elle peut être un instant. Un viens, un couloir, un escalier, mais même ici, l'enquête a besoin de matière et la matière. Si sont les interactions, on se met donc à cartographier la nuit. Qui était avec Brian, qui l'a vu, qui lui a parlé. À quel moment s'est-il séparé du groupe? À quel moment est-il réapparu? Avec qui? Dans quelle posture? Chaque réponse dessine une ligne. Certaines lignes se croisent, d'autres s'arrêtent net. Et dans ces arrêts, on cherche une rupture. Le problème, c'est qu'une soirée dans un bar produit des centaines d'interactions invisibles. Des gens se frôlent sans se connaître, des conversations commencent et s'éteignent en 30 secondes. Des regards s'échangent et ne signifient rien ou signifient trop. Alors, la police se heurte à une question presque philosophique. Comment distinguer l'important du banal après coup quand le drame a déjà eu lieu? Les proches, n'ont pas si ilax, ils vivent dans l'urgence émotionnelle. Chaque jour sans nouvelles est une blessure nouvelle et l'esprit.
pour se défendre, devient obsessionnel. On repasse les détails. On rouvre les conversations. On revoit la dernière photo. On se demande si un mot a été ignoré. Si un signe a été mal lu, le doigt de la mère de Brian plane sur toute cela comme une ombre. Il ne prouve rien, mais il donne à l'histoire une profondeur tragique. Parce que cela signifie que Brian portait déjà une douleur avant même de disparaître, une douleur qui rend la soirée d'autant plus ambiguë. Était-ce une simple sortie, ou un moment de fuite intérieure? Était-il venu chercher l'oubli? Était-il venu chercher le bruit pour ne pas entendre le silence chez lui si these questions ne fournissent pas de preuves? Elles fournissent un climat, et le climat, dans ce genre d'affaires, peut être aussi important que les faits. Parce qu'il montre à quel point une personne peut être vulnérable même lorsqu'elle rit, pendant que l'enquête avance. La ville continue de fonctionner. Les étudiants sortent encore. Les bars ouvrent encore. La normalité réaffirme ses droits. Et cette normalité devient une offense. Parce qu'elle semble dire l'absence de Brian n'a pas assez d'impact pour arrêter le monde, alors la famille doit faire quelque chose que personne ne devrait faire. Elle doit rendre la disparition visible. On imprime des affiches. On colle des photos. On répète le même visage aux passants. On transforme Brian en image publique. Cette transformation est violente. Parce qu'elle réduit une personne à une photo et à un nom, mais elle est nécessaire. Parce que dans une disparition urbaine, la visibilité est une arme. Chaque regard peut devenir un témoin tardif. Chaque mémoire peut être révélée. Et si est là qu'un phénomène étrange se produit, plus l'affaire devient connue, plus elle attire des certitudes qui ne reposent sur rien. Des gens affirment avoir vu Brian. Des gens affirment savoir. Des gens racontant des histoires. La douleur, elle, n'a pas le luxe de trier facilement. Chaque piste, même improbable, doit être considérée. Parce que refuser une piste, c'est accepter l'idée qu'il n'y en a place. Cette tension épuise. Pendant 6 temps. Dans le bâtiment, l'enquête continue de creuser. On inspecte les zones que le public ne voit pas. On examine les sorties de service, les escaliers techniques, les accès secondaires. On vérifie les caméras d'autres commerces, d'autres anglaises, d'autres niveaux. On cherche une trace de Brian après l'instant connu. Un coin de veste, une silhouette. Un mouvement reconnaissable, mais les images ne donnent rien de décisif. Et plus les images s'éteignent, plus la disparition prend une qualité presque réelle. Comme si Brian avait été retiré du monde par une force qui ne laisse pas de résidus, comme si l'événement crucial n'était pas un moment visible. Mais un passage entre deux zones de surveillance, entre deux lumières, entre deux secondes où personne ne regarde, si passage devient le centre. À ce stade, une idée s'impose. Lord, si Brian n'a pas été filmé sortant, il a souhaité emprunter une sortie non couverte. Souhaite-t-il se retrouver dans un espace où la caméra n'a pas accès? Dans les deux cas, le mystère n'est pas seulement où est Brian. Mais où sont les zones mortes de ces bâtiments? Et là. L'histoire commence à toucher une peur moderne, la peur que la surveillance donne une illusion de sécurité. Et que cette illusion nous rende plus vulnérables, parce qu'on baisse la garde. On croit que quelqu'un verrait, on croit que quelqu'un filmerait. On croit que le monde est couvert, mais le monde n'est jamais entièrement couvert. L'enquête doit donc faire un choix, continuer à privilégier l'explication technique en sortie. Un couloir, un angle mort ou commencer à privilégier l'explication humaine en interaction. Une persuasion, une contrainte. Et ces choix n'est pas neutre. Il modifie la manière dont on regarde les gens. Quand on privilégie l'explication humaine, chaque personne devient potentiellement dangereuse. Le bar n'est plus un lieu de fête, mais un endroit où l'on peut être cible.
Les inconnus ne sont plus des passantes, mais des possibilités de menace. Cette transformation est injuste pour la plupart, mais l'enquête n'a pas le luxe de se protéger contre l'injustice émotionnelle. Elle doit envisager ce que l'on préfère ne pas envisager. C'est là que certains détails, jusque-là secondaires, prennent de l'ampleur. Les échanges de la nuit, les tensions possibles, les comportements inhabituels rapportés par certains. Rien n'est encore une preuve, mais tout devient une question. Et au milieu de cette multiplication des questions, une vérité simple commence à émerger. Brian a cessé d'être visible dans un lieu qui n'aurait jamais dû permettre l'invisibilité. Cette vérité devient une poison lente. Parce qu'elle suggère que la réponse n'est pas loin, qu'elle est juste derrière une porte. Juste dans un couloir, juste dans un instant qui a échappé. Alors l'esprit s'acharne, il retourne sur place. Il visualise les trajets, il imagine la dernière minute. Il place Brian dans son espace, puis il le déplace. Puis il le déplace encore, comme si l'imagination pouvait tomber sur la bonne version par hasard. Mais place on imagine, place l'affaire se charge d'une autre émotion. La paranoïa douce, c'est des sensations que la disparition n'est pas seulement un drame. Mais une démonstration que le monde. Mime éclaire, mime surveille. À des interstices où l'on peut retire pour la famille. Cette démonstration est insupportable parce qu'elle ne s'accompagne pas d'un responsable clair. On ne peut pas faire un couloir. On ne peut pas arrêter un angle mort. On ne peut pas punir une minute perdue. Alors la colère se déplace. Elle se dépose sur le système, sur les lenteurs. Sur les limites, elle se dépose sur ceux qui donnent des théories faciles. Sur ceux qui réduisent Brian à un rumeur, elle se dépose sur le monde qui continue. Et pourtant, malgré la fatigue, malgré l'absence, quelque chose commence à se construire. Une détermination, parce que la disparition de Brian n'a pas seulement créé un vide. Elle a créé une obsession collective, et cette obsession, si elle est bien orientée, peut devenir une force. Elle peut pousser l'enquête à ne pas se lâcher. Elle peut maintenir le nom vivant. Elle peut empêcher l'effacement. C'est dans cette tension entre l'épuisement et la détermination que la quatrième partie se referme. Non pas sur une réponse, mais sur un resserrement. L'enquête a désormais deux pôles, deux aimants qui tirent l'histoire vers des directions opposées. D'un côté, le bâtiment. Et ses portes, ses angles morts. Ces couloirs invisibles, cette mécanique froide qui pourrait expliquer une disparition sans intention criminelle. De l'autre, l'humain, les interactions, les opportunités, les minutes hors shampoo un choix volontaire aux forces outright pour projeter, brillant dans une nuit plus profonde que celle du bar, et à mesure que ces deux pôles se rapprochent. Une idée devient de place en place difficile à ignorer. Le moment décisif n'est peut-être pas une fuite, ni un accident au hasard. Le moment décisif est peut-être une rencontre. Une rencontre brève, banale en apparence. Une rencontre qui, dans un bar bondé, aurait pu passer pour rien, jusqu'à ce que Brian suive, excepté ou souhaiter mener vers une porte que personne ne regarde, dans un monde où tout semble filmé. Il suffit parfois d'un seul pas hors champ pour que l'histoire change de nature. Et Brian a fait six pas. Ou quelqu'un l'a fait faire. La cinquième partie commence exactement là. Dans l'ombre d'une interaction, dans la possibilité d'un geste humain. Et dans ces vertiges modernes, celui de comprendre que la foule, au lieu de protéger, peut parfois offrir le meilleur camouflage. La cinquième partie commence là où l'esprit refuse d'aller trop vite. Dans l'idée qu'un homme peut disparaître non pas parce que le monde s'effondre autour de lui, mais parce qu'une interaction brève, ordinaire, presque invisible la déplace d'un pas. Un seul pas, dans un bar. Un pas n'a rien d'héroïque, ce n'est pas une fuite à travers la pluie,
ni une course haletante, c'est souvent un mouvement banal. Se pencher pour entendre, se rapprocher pour parler. Suivre quelqu'un vers un endroit plus calme, contourner la foule. Cercher une sortie moins encombrée, ce genre de gestes qu'on ne remarque pas parce qu'ils se répètent toute la nuit. Chez des dizaines de personnes, et pourtant, dans l'affaire Brian Schaffer, si pas banal devient un gouffre. Parce qu'il n'a pas assez de filmer, c'est que la caméra ne montre pas. C'est la zone où les humains prennent le relais, les couloirs. Les portes, les angles morts ne sont pas seulement des éléments d'architecture. Ils sont des moments où les choix existent, où les intentions peuvent s'exprimer sans être vues. Et lorsqu'on ne retrouve ni trace, ni corps, ni sortie claire, l'enquête finit par se tourner vers ce qu'elle redoute le plus. L'hypothèse d'un geste humain, pas forcément un complot, pas forcément une histoire spectaculaire. Parfois, il suffit d'un prédateur ordinaire, d'une opportunité, d'un instant où la vulnérabilité s'offre, sans même s'en rendre compte. Brian, cette nuit-là, est un homme au milieu de la foule, dans un lieu de fête. Dans un quartier vivant, tout semble dire qu'il est protégé. Mais la foule protégée surtout ce qu'elle regarde, est la foule. Par nature, regarde partout et ne les part. C'est là que les hypothèses sombres commencent à se dessiner, non pas comme des certitudes, mais comme des ombres qu'on ne peut pas ignorer. D'abord, il y a l'hypothèse la plus simple à formuler et la plus difficile à prouver. Brian a quitté le bar avec quelqu'un. Cela peut paraître banal. Dans un bar, sortir avec quelqu'un n'est pas un événement, c'est une continuité. Les gens se rencontrent, c'est plaisant. Isolant, une conversation peut devenir un plan de fin de soirée. Un sourire peut devenir une direction. Et parce que c'est banal, c'est aussi ce qui rend l'hypothèse plausible. Elle ne nécessite pas une violence immédiate. Elle nécessite seulement une circonstance. Mais cette banalité devient effrayante quand on réalise que si Brian est sorti avec quelqu'un, il est sorti de la zone où il pouvait être retrouvé facilement. Il est sorti de la zone où les caméras et les témoins le maintenaient dans la réalité. Il est devenu. En quelques secondes, un homme dans la nuit. Et la nuit n'a pas d'obligation de rendre ce qu'elle prend. Alors l'enquête commence à chercher la logique des rencontres. Qui aurait pu l'approcher? Qui l'a approché? Quelle interaction a précédé sa disparition? Les deux femmes visibles sur la vidéo deviennent un point d'attraction. Presque malgré elles, parce que l'esprit adore les dernières scènes. Il veut croire qu'elles contiennent la clé, mais les dernières scènes mentent souvent par excès de poids. Elles sont simplement les dernières parce qu'elles ont été filmées, pas parce qu'elles ont causé quoi que ce soit. Et pendant qu'on s'acharne sur cette conversation, une autre possibilité se glisse. Place discrète. Brian a peut-être parlé à d'autres personnes que la caméra ne montre pas. Il a pu être eu un échange bref dans un coin du bar, près des toilettes, près d'une porte, près d'un couloir. Dans un lieu bondé, les interactions se produisent dans des angles et des interstices. Elles ne laissent pas de traces, sauf dans la mémoire. Et la mémoire, après une nuit de fête, est une matière instable, les problèmes. C'est ce que l'enquête ne cherchait pas seulement des témoins. Elle cherchait des témoins qui savaient qu'ils sont témoins. Or, beaucoup de gens ne réalisent jamais qu'ils ont vu quelque chose d'important. Ils oublient. Ils se confondent. Ils se disent que n'était rien. La disparition transforme alors chaque détail en piège. Peut-être que la vérité a été vue est immédiatement rangée dans la catégorie des choses sans importance. À ce stade, les hypothèses se ramifient. Si Brian est sorti avec quelqu'un, c'était peut-être volontaire. Mais un choix volontaire n'est pas toujours un choix clair. L'alcool, la fatigue, l'ambiance.
le duel qui pèse en arrière-plan. Ou cela peut altérer la vigilance sans altérer l'apparence. On peut paraître calme et pourtant être vulnérable. On peut sourire et pourtant être fragile. Une vulnérabilité n'attire pas seulement la compassion. Elle attire parfois ceux qui savent l'exploiter. Et c'est là que l'histoire devient dérangeante, parce qu'elle oblige à admettre que les lieux de fête ne sont pas seulement des lieux de plaisir. Ce sont aussi des lieux où l'on est entouré d'inconnus, où les limites sont brûlantes, où la confiance peut être donnée trop facilement, où l'illusion de sécurité est produite par le bruit. Le bruit est un camouflage. Si une mauvaise chose se produit dans un endroit bruyant, elle peut rester invisible, pas parce qu'elle est sophistiquée, mais parce que personne ne veut y croire. On imagine rarement une agression dans un couloir d'un complexe moderne. On imagine rarement une confrontation discrète, un geste de contrainte, une pression qui ne ressemble pas à la violence telle qu'on se la raconte. Or, la contrainte n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire. Parfois, elle se présente sous la forme d'une autorité, d'une assurance, d'une viande. C'est pas la dite avec suffisamment de confiance pour que l'autre suive l'enquête. Dans ces moments-là, marcher sur une ligne dangereuse. Parce que considérer l'intervention humaine, c'est risquer de voir des suspects partout. C'est risquer de transformer chaque employé, chaque client, chaque silhouette filmée en menace potentielle, et cela détruit quelque chose dans la manière dont on regarde le monde. Mais c'est aussi inévitable, car quand l'architecture seule ne suffit pas à expliquer une disparition. L'humain revient, l'humain avec ses désirs, ses colères, et ses opportunités, ses gestes. Alors on commence à regarder la vie de Brian. Non pas pour l'accuser, mais pour comprendre qui aurait pu vouloir lui faire du mal ou qui aurait pu se retrouver en conflit avec lui. Les relations deviennent des pistes, les tensions invisibles deviennent des questions. Les routines deviennent des angles, on examine ses lignes, son cercle social, ses habitudes. On veut savoir s'il avait des ennemis, s'il avait eu des conflits. S'il avait croisé quelqu'un cette nuit-là qui n'aurait pas dû le croiser, et très vite. Une réalité s'impose. La plupart des vies n'ont pas d'ennemis clairs. La plupart des drames ne sont pas la conséquence d'une haine affichée. Ils ne sont des choses plus petites. Une humiliation, une jalousie, un malentendu, une opportunité. Une opportunité est parfois la cause la plus terrifiante, parce qu'elle n'a pas besoin de motifs profonds. Elle n'a besoin que d'un instant, dans un barbonde. L'opportunité existe partout, un homme sur quelques minutes. Un couloir vide, une sortie arrière. Un groupe qui se disperse, une porte entrouverte. Un employé qui se déplace, une zone où les caméras ne couvrent pas. L'opportunité, dans ces cas, ressemble à un alignment parfait d'éléments ordinaires et de l'ordinaire. C'est ce qui effraie, parce que si la disparition de Brian dépend d'un alignement ordinaire, alors elle n'est pas un événement unique, elle est une possibilité structurelle. Elle pourrait arriver à d'autres, elle pourrait arriver n'importe où. L'enquête explore alors une autre piste, plus froide, plus technique, mais qui rejoint le humain. L'après-fermeture. Après la fermeture, un bar change d'atmosphère. Les clients ont disparu. Mais les employés restent, les lumières se modifient. Certaines portes se verrouillent, les espaces se vident. La musique s'éteint. C'est un moment où un individu isolé devient immédiatement visible à ceux qui sont encore là. Si Brian est resté dans le bâtiment après la fermeture, volontairement ou involontairement, alors quelqu'un l'a probablement remarqué. Cette idée est un couteau à double tranchant. Elle peut signifier un accident. Brian, désorienté, aurait pu se tromper de couloir.
s'enfoncer dans une zone de service, s'y retrouver coincé. Tomber, mais elle peut aussi signifier quelque chose de plus sombre. Brian a été intercepté dans un espace où il n'y avait plus de témoins, un espace privé. Un espace où la foule n'est pas place, et si qu'est-ce là que quelque chose s'est produit. Alors l'enquête doit se demander qui avait accès à ces espaces, qui connaissait les lieux. Qui pouvait se déplacer sans attirer l'attention, mais même ces pistes restent difficiles à saisir. Parce que les lieux ne gardent pas toujours la mémoire des gestes, un couloir ne se souvient pas. Une porte ne raconte rien, et si personne n'avoue. Ou si quelqu'un avoue mais n'a pas parlé, alors l'histoire se referme. Si quelqu'un avoue mais n'a pas parlé est une phrase qui change la température de l'affaire. Elle introduit une autre dimension. Celle du silence humain. Le silence peut être l'innocence d'un témoin qui ne comprend pas l'importance de ce qu'il avoue. Mais le silence peut aussi être la peur de s'impliquer, la peur de se tromper, la peur d'être accusé, la peur de provoquer quelque chose. Et parfois, le silence expiré, il laisse la protection d'un secret. L'enquête face au silence. Déviant une machine à gratter la surface, elle répétait les questions. Elle revient, elle insistait. Elle cherchait des contradictions, elle tentait de faire sortir une vérité d'un endroit où personne ne veut la déposer. Pendant ces temps, la famille vit une autre forme de violence. La transformation de Brian en théorie, chaque hypothèse qui circule ajoute une couche de déshumanisation. Parce que Brian n'est plus seulement leur fils, leur frère, leur compagnon, il devient le gaz du bas. Le disparu de la caméra, le homme s'en sortit. Et plus le mystère grandit, plus le humain rétrécit. La famille le sent, elle se bat contre cette réduction. Elle répète son nom, elle rappelle son visage. Elle parlait de son rire, de ses projets. De sa vie, elle essaie de maintenir le homme entier contre la force du récit qui voudrait le résumer à une absence. Mais la force du mystère est puissante. Elle attire les interpretations. Et parmi elles, il y a toujours des interpretations qui se nourrissent du sombre. Certains imaginant une histoire de crime organisé, d'autres un scénario de disparition volontaire parfaitement orchestré, d'autres encore. Une chute accidentelle impossible à détecter, à chaque fois. L'imagination tente de combler le vide avec une structure. Le problème, c'est que plus la structure est parfaite, plus elle ressemble à un film. Et moins elle ressemble à ce que la vie produit le plus souvent, des drames désordonnés. Un drame désordonné peut être plus difficile à accepter, parce qu'il n'offre pas de logique satisfaisante. Il dit seulement, cela s'est produit. Et cela aurait pu ne pas se produire. Il dit, hasard. Le hasard est la forme la plus brutale de violence. Parce qu'on ne peut pas le punir. Mais l'enquête ne peut pas se contenter du hasard. Elle doit continuer à explorer les zones sombres, non pas pour se complaire dans la horreur, mais parce que les disparitions sont rarement une explication lumineuse. Alors elle avance vers l'hypothèse la plus inconfortable. La confrontation. Une confrontation ne signifie pas faussement une bagarre. Elle peut être verbale. Elle peut être une pression. Elle peut être un échange qui dégénère dans l'ambiance d'un bar. Un mot suffit parfois, un regard suffit. Une incompréhension suffit, et la confrontation peut ensuite se déplacer. Parce que les conflits alimentent les endroits où personne ne regarde. Dans cette hypothèse, Brian aurait pu être entraîné vers une zone plus calme volontairement au début, puis involontairement. Ou il aurait pu suivre quelqu'un pour régler quelque chose, sans imaginer que cette décision banale serait la dernière. Mais encore une fois, la question est la même. Où sont les traces? Si confrontation il y a eu. Elle a été silencieuse au côté où elle s'est produite dans un endroit où le bruit et la structure du bâtiment ont englouti les indices.
Et cette possibilité fait naître une pure primitive, l'idée que la violence moderne n'a pas besoin de scène. Elle n'a besoin que d'un moment sans regard, un moment sans regard. C'est une seconde. Une seconde peut suffire à déplacer une personne d'un espace public à un espace privé. Une seconde peut suffire à faire basculer la nuit à ce stade. Un autre élément vient troubler le tableau, l'idée d'un faux sentiment de contrôle. Parce qu'on a des caméras. On croit que tout est traquable. On croit que la vérité est accessible, mais les caméras ne capturent pas l'intention. Elles capturent des corps en mouvement, elles capturent des passages. Et si les passages cruciaux se produisent hors champ, la caméra ne devient pas une preuve. Elle devient une frustration. Elle devient le rappel que la modernité voit beaucoup, mais pas l'essentiel. Si rappel est violent pour la famille, parce qu'il nourrit un fantasme. La réponse est proche, elle est là. Dans le bâtiment, dans un couloir, dans une porte, dans un détail. Si proche qu'elle devrait être trouvée est pourtant. Elle ne laisse pas. Cette proximité rend l'absence plus corrosive. Elle transforme la douleur en obsession. On revient sur place. On imagine Brian sur l'escalator. On imagine son dernier mouvement. On imagine qu'il hésite, qu'il se retourne. Qu'il suit quelqu'un, qu'il cherche les toilettes. Qu'il cherche son ami, qu'il prend une mauvaise porte. Et chaque version, on se dit c'est logique. Puis on se rappelle que la logique ne suffit pas, il faut une preuve. Et la preuve ne vient pas, alors le récit se durcit encore. Il quitte peu à peu le terrain des hypothèses compréhensibles pour s'approcher d'une idée plus solide, celle que l'absence de preuve n'est pas seulement le résultat du hasard, mais peut-être le résultat d'un effacement. Dans une ville peut être banale et terrifiante. Il ne ressemblait pas à une scène macabre. Il ressemble à une série d'actes ordinaires.